Qu'est-ce que c'est que ça? Rugit Alexandre Moreau, 45 ans, PDG d'un empire immobilier parisien, en claquant la porte de la cuisine avec une force qui fait trembler les placards. Sa cravate desserrée pend comme une corde usée autour de son cou large, et ses poings se serrent instinctivement, les veines saillant sur ses avant-bras. Il avance d'un pas lourd, ses chaussures cirées crissant sur le carrelage, fixant la Saucenne devant lui. Fatou Ndiaye, 28 ans, immigrée sénégalaise embauchée à contre-cœur comme femme de ménage, avec la petite Élise perchée sur ses épaules, riant aux éclats. Fatou tient une cuillère en bois comme un télescope improvisé, la faisant pivoter pour que l'enfant explore les étagères, leurs voix mêlées dans un jeu innocent qui emplit l'air d'une joie fugitive. Alexandre frappe du poing sur le comptoir en granit, envoyant une vibration qui fait vaciller une pile d'assiettes. « Vous osez jouer avec ma fille pendant que vous devriez nettoyer? » Élise descend immédiatement de là. Sa voix tonne, écho d'un homme habitué à commander des armées de cadres en costume, mais ici, dans cette cuisine aseptisée de son penthouse surplombant la Seine, elle se brise contre le silence soudain. Élise, 3 ans, s'accroche plus fort aux épaules de Fatou, ses petites mains potelées, tremblant, et pousse un gémissement étouffé, ses boucles blondes cascadant sur le foulard coloré de la jeune femme. Fatou pivote lentement, sans lâcher l'enfant, ses yeux noirs et calmes croisant ceux d'Alexandre comme un défi muet. Elle porte une blouse simple, tachée de farine aux manches, et ses dreadlocks noués dans chignons serrés trahissent une fatigue accumulée depuis son arrivée en France 5 ans plus tôt. Sans un mot, elle ajuste Élise d'un geste doux, protecteur, comme si elle manipulait un vase précieux. « Monsieur Moreau, nous jouons simplement. » Élise voulait voir le monde d'en haut, comme un oiseau. Sa voix est ferme, accentuée d'un roulis sénégalais qui irrite Alexandre, lui rappelant les candidats qu'il a écartés avant elle, cette dernière interviewée, choisie par épuisement après une journée interminable de réunions à Lyon. Il avait grommelé en signant son contrat. « Vous ferez l'affaire, mais restez à votre place. » Il avance encore, son index pointé comme une arme. « Ma place, c'est de diriger un empire, pas de tolérer une immigrée qui met ma fille en danger. Si elle tombe, qui paiera? Pas vous, avec votre salaire de misère. » Il arrache une serviette du comptoir, la froisse dans son poing, un tic nerveux qu'il répète souvent en salle de réunion pour imposer le silence. Fatou sent son cœur cogner, mais elle redresse les épaules, Élise toujours perchée, et réplique d'une voix mesurée. « Elle ne tombera pas, monsieur. Je la tiens comme ma propre sœur au Sénégal. Ce jeu l'aide à oublier la perte. » Élise, sentant la tension, enfouit son visage dans le cou de Fatou, murmurant un nom, étouffé qui transperce Alexandre comme une lame. Fatou Ndiaye se redresse d'un coup, ses épaules carrées comme un bouclier forgé dans les épreuves de Dakar, et pose Élise au sol avec une douceur infinie, comme si l'enfant était une plume fragile. Élise, les yeux emplis de larmes, s'accroche à la jupe de Fatou, ses petits doigts agrippant le tissu usé, et pousse un cri perçant qui déchire l'air chargé de tension. Fatou sent une lame froide traverser sa poitrine, mais elle ne flanche pas. Au lieu de cela, elle s'agenouille brièvement, effleurant la joue de l'enfant d'un doigt. « Calleux, murmure. Reste courageuse, ma petite. Les oiseaux volent toujours plus, après la tempête. » Élise hoquette, son corps minuscule secoué de sanglots, mais Fatou se relève, fixant Alexandre Moreau droit dans les yeux, son regard un mur impénétrable. « Vous me traitez comme une ombre, monsieur Moreau, » lance-t-elle d'une voix tranchante, sans élever le ton, mais chaque syllabe porte le poids de son héritage sénégalais. Elle croise les bras sur sa poitrine, un geste qu'elle répète souvent face aux injustices quotidiennes, dans le métro parisien bondé, ou lors des contrôles d'identité aléatoires. Alexandre,
encore rouge de fureur, avance d'un pas, son poing serrant toujours la serviette froissée, mais Fatou ne recule pas. J'ai accepté ce travail malgré vos regards méprisants dès l'entretien. Vous m'avez choisi par fatigue, pas par confiance. Et maintenant, pour un jeu qui fait sourire votre fille pour la première fois en 3 ans. Elle pointe du doigt Élise, qui rampe vers elle, traînant une poupée oubliée sur le sol huileux. Alexandre ouvre la bouche pour interrompre, mais Fatou enchaîne, sa voix accélérant comme un torrent. Ce n'est pas du jeu, c'est de la guérison. Au Sénégal, on élève les enfants sur les épaules pour leur montrer que le monde n'est pas que peur. Élise a ri, monsieur, ri, après la mort de sa mère, que vos psychologues parisiens n'ont pas su apaiser. Alexandre frappe à nouveau le comptoir, un coup sec qui fait sauter un couteau à proximité, mais Fatou ignore le bruit, ramassant son sac d'un mouvement fluide, glissant dedans la cuillère en bois comme un trophée. Vous parlez de danger. Le vrai danger, c'est votre solitude qui étouffe cet enfant. J'ai vu ses nuits agitées, ses silences. Ce jeu l'ouvrait au monde. Élise tend les bras, hurlant « Tante Fatou !» et Fatou sent ses ongles s'enfoncer dans ses paumes pour retenir les larmes. Pas de faiblesse, pas devant cet homme qui dirige des tours de verre, mais brise des âmes. Elle se penche une dernière fois, embrasse le front d'Élise, sentant la chaleur moite de sa peau, et murmure « Je reviendrai dans tes rêves, exploratrice. » Puis, se redressant, elle affronte Alexandre. « Sautez-moi, mais ne saisissez pas mon honneur. Je ne suis pas votre servante jetable. Je suis Fatou Ndiaye, étudiante en psychologie, mère pour ceux qui en ont besoin. » Alexandre, les lèvres pincées, compose le numéro de Madame Leclerc, son doigt glissant sur l'écran moite de sueur. « Partez avant que j'appelle la sécurité », gronde-t-il, mais sa voix craque légèrement, un fissure dans son armure. Fatou ajuste son foulard d'un geste précis, tourne les talons, ses pas résonnant comme un défi sur le carrelage. À la porte, elle s'arrête, jette un regard en arrière. « Un jour, monsieur, vous regretterez d'avoir chassé la lumière qui illuminait votre maison. » La porte claque, un écho final, laissant Alexandre seul avec les pleurs d'Élise qui montent en crescendo et une flaque d'huile qui s'étend comme une tache sur son empire immaculé. Il s'appuie au comptoir, sentant une brûlure monter dans sa gorge, mais il l'avale, se convainquant que c'est de la colère, pas le début d'un vide insurmontable. Élise hurle, un cri primal qui perce les murs du penthouse, ses petites mains battant l'air vide, où Fatou se tenait encore il y a un instant. Alexandre Moreau pivote, son corps massif bloquant la lumière des baies vitrées, et attrape l'enfant d'un geste brusque, la soulevant comme un paquet encombrant. « Arrête ça tout de suite !» gronde-t-il, sa voix se brisant contre les sanglots ininterrompus d'Élise, qui se débat, ses jambes le cognant contre sa poitrine. Il la pose sur le comptoir, essuyant d'un revers de main la flaque d'huile qui souille maintenant ses chaussures cirées. Mais Élise glisse au sol, rampant vers la porte close, appelant « Tante Fatou » d'une voix rauque, répétitive, comme un disque rayé. Alexandre sent une pression monter dans ses tempes. Il serre les dents, un tic qu'il répète en crise, et compose à nouveau le numéro de Madame Leclerc, ses doigts glissant sur l'écran. « Venez immédiatement, la petite est hystérique. » La porte s'ouvre en coup de vent. Madame Leclerc, 60 ans, gouvernante fidèle depuis 15 ans, entre d'un pas rapide, son chignon gris impeccable contrastant avec le chaos. Elle porte un tablier immaculé et ses yeux plissés se scrutent la scène. Élise, recroquevillée près de la porte, haletant, refusant tout contact. « Mon Dieu, monsieur Moreau, qu'avez-vous fait ?» murmure-t-elle, s'agenouillant pour tendre une main, mais Élise recule, cognant son dos contre le mur, ses larmes traçant des sillons sur ses joues, rougit. Alexandre arpente la cuisine, ses pas lourds marquant le carrelage,
et balaie l'air. C'est cet immigré qui l'a perturbé. Je l'ai renvoyé, et voilà le résultat. Madame Leclerc se relève, croise les bras, un geste qu'elle réserve au moment de vérité, et fixe son employeur. Perturbé? Élise n'avait pas ri comme ça depuis la mort de madame. J'ai vu, monsieur, tout vu. Alexandre s'immobilise, son poing se crispant sur le comptoir, laissant une marque humide. Vu quoi? Parlez! Ordonne-t-il, mais sa voix tremble, une faille dans son armure de PDG. Madame Leclerc sort son téléphone, ouvre l'application de surveillance, ses doigts arthritiques tapotant l'écran avec précision. Les caméras, monsieur, celles que vous avez installées pour la sécurité de l'enfant. Regardez. Elle tend l'appareil et Alexandre l'arrache, ses yeux s'écarquillant sur la vidéo, Fatou dans la cuisine, Élise sur ses épaules, la cuillère en télescope pivotant et la voix claire de l'enfant. Je veux explorer la cuisine, résonnant pour la première fois depuis 3 ans. Élise, sur l'écran, rit, ses mains battant l'air en rythme, tandis que Fatou la maintient d'une poigne ferme, expliquant patiemment des techniques tirées de manuels de psychologie infantile, ses lèvres formant des mots apaisants. Alexandre appuie sur pause, son doigt tremblant, et sent une brûlure acide remonter sa gorge. Elle a parlé, balbutie-t-il, repassant la séquence, zoomant sur le visage radieux d'Élise. Madame Leclerc hoche la tête, reprenant son téléphone d'un geste sec. Oui, monsieur. Fatou n'était pas négligente. Elle appliquait ce qu'elle étudie, la psychologie des enfants traumatisés. J'ai vérifié les enregistrements hier soir après avoir entendu les rires. Vous avez détruit ce moment en la chassant. Alexandre recule, s'appuyant au mur, ses genoux fléchissant légèrement, et Élise, sentant le silence, rampe vers lui, mais s'arrête, fixant l'écran figé. Il ferme les yeux, revoyant la porte claquer derrière Fatou, et une pointe transperce son sternum. Pas de la colère, mais un vide qui s'élargit. « Pourquoi ne m'avez-vous rien dit ?» grogne-t-il, mais Madame Leclerc croise à nouveau les bras. « Vous n'écoutiez pas, monsieur, comme toujours. » Élise murmure « Explorer » dans un souffle, et Alexandre sent ses poings se desserrer, la serviette tombant au sol, marquant le début d'une fissure irréparable dans son monde contrôlé. Alexandre Moreau arpente son bureau comme un lion en cage, ses pas martelant le parquet ciré, tandis que les lumières de Paris scintillent au-delà des vitres panoramiques. Élise, endormie enfin, après des heures de cris, repose dans sa chambre voisine, mais son sommeil agité, des murmures de Fatou échappant de ses lèvres, le hantent. Il froisse une feuille de papier, un contrat oublié, son tic revenant comme une pulsation. Serré, relâché, serré. Je n'ai pas besoin d'elle, marmonne-t-il, mais ses yeux reviennent sans cesse à l'écran de son ordinateur, où la vidéo de surveillance boucle en silence. Élise riant, perchée sur les épaules de Fatou. Il éteint l'appareil d'un clic rageur, sentant une brûlure dans sa nuque, et compose un numéro sur son portable. Agence d'emploi, bonsoir. J'ai besoin d'une nouvelle femme de ménage. Française, cette fois. Professionnelle. La voix à l'autre bout hésite. Monsieur Moreau, Fatou Ndiaye a été embauché il y a peu. Un problème? Il raccroche sans répondre, son poing cognant le bureau, laissant une marque rouge sur sa peau. Le lendemain, Élise refuse son petit déjeuner, repoussant l'assiette d'un geste faible, ses yeux fixés sur la cuisine vide. Alexandre, cravate nouée à la hâte, tente de la distraire avec un jouet neuf, une poupée électronique qui parle. Mais l'enfant la jette au sol, hurlant « Explorez !» Il sent une vague le submerger, pas de la patience paternelle, mais d'un vide qui creuse son estomac. « Madame Leclerc !» appelle-t-il d'une voix rauque, et la gouvernante apparaît, portant un plateau intact. Elle n'a rien mangé depuis hier, monsieur, et la nuit, des cauchemars pires qu'avant.
Alexandre se passe une main sur le visage, ses rides se creusant, et ordonne « Trouvez-moi son adresse. Fatou, je dois corriger ça. » Madame Leclerc hausse un sourcil mais note « Elle a donné une adresse à l'agence, mais je doute qu'elle soit réelle. Les immigrés comme elle protègent leur vie privée. » Il la fusille du regard, mais elle ne cille pas, ajoutant « Vous devrez engager un détective, monsieur. Comme pour vos affaires. » Il contacte un privé, un homme discret nommé Bertrand, 50 ans, avec un manteau usé et un regard perçant. Trouvez-la. Fatou Ndiaye, sénégalaise, 28 ans. Adresse fournie. Info, probablement dans les banlieues. Bertrand hoche la tête au téléphone. Ça prendra 2 jours. Coût 1 000 €. Alexandre transfère l'argent d'un clic, son cœur cognant plus fort. Les heures s'étirent. Il annule une réunion, arpente son bureau, revoyant la vidéo en boucle, zoomant sur le sourire d'Élise. Le soir, Élise s'effondre en larmes devant la porte de la cuisine, imitant le geste du télescope avec une cuillère volée. Alexandre la porte au lit, sentant ses larmes mouiller sa chemise, et murmure « Pardon, ma fille ». Pour la première fois, il sent la culpabilité comme un poids physique, écrasant ses épaules. Bertrand rappelle « Trouvé. Banlieue Nord, une cité à Saint-Denis. Elle vit avec sa mère et un frère. Pas facile d'accès. Communauté soudée. » Alexandre monte dans sa berline noire, conduit lui-même, ignorant les klaxons sur l'autoroute. La nuit tombe quand il arrive, les immeubles gris se dressant comme des sentinelles hostiles. Il frappe à une porte écaillée, un voisin ouvre, le toisant. « Qui cherchez-vous » ? « Fatou Ndiaye. » L'homme croise les bras, un geste protecteur. « Elle n'est pas là pour les ennuis. » Alexandre insiste, sa voix se durcissant. « Dites-lui que c'est Alexandre Moreau. Pour Élise. » Des murmures se propagent, des regards hostiles depuis les fenêtres. Fatou apparaît enfin, son foulard noué serré, les yeux durcis. « Vous ici ? Pourquoi faire ?» Alexandre sent sa gorge se nouer, mais il avance, pour réparer. « Élise, elle a besoin de vous. » Fatou recule d'un pas, mais ne ferme pas la porte, une fissure dans son armure. Il sent l'espoir poindre, mêlé à une honte qu'il n'avait jamais connue. Fatou Ndiaye pousse la porte de son appartement exigu, le loquet grinçant comme un reproche, et pose son sac à dos contre le mur craquelé. Sa mère, Aïssatou, 70 ans, courbée par les ans et le voyage depuis Dakar, remue une casserole sur la plaque électrique, ses mains ridées, serrant la cuillère comme un ancrage. « Fatou, ma fille, qu'est-ce qui s'est passé ?» demande-t-elle d'une voix rauque, accentuée d'un wolof mêlé au français, en versant une louche de soupe fumante. Fatou ajuste son foulard d'un geste sec, un tic qu'elle répète pour chasser les ombres, et s'assoit sur le canapé-lit usé, sentant les ressorts protester sous son poids. « Rien, maman, juste un patron qui voit en moi une menace plutôt qu'une aide. » Aïssatou pose la casserole d'un coup ferme, éclaboussant le plan de travail, et croise les bras. « Encore, tu mérites mieux que ces miettes parisiennes. » Fatou hoche la tête, mais ses yeux se posent sur son ordinateur portable ouvert, écran allumé sur un cours en ligne de la Sorbonne. Psychologie infantile, traumatisme et résilience. Elle clique sur Play, le professeur expliquant des techniques d'imagination guidée, et Fatou note frénétiquement, son stylo grattant le papier comme une arme contre l'oubli. Son frère, Moussa, 15 ans, entre en claquant la porte, son sac d'école jeté au sol, avec un bruit sourd. « Sœur, j'ai faim, et l'école c'était l'enfer, les profs nous traitent comme des intrus. » Fatou se lève d'un bond, ramassant le sac, et le guide vers la table. « Assieds-toi, mange, et raconte. » Moussa s'affale, engloutissant la soupe, mais Fatou s'agenouille à sa hauteur, ses mains enveloppant les siennes. « Imagine-toi comme un lion du Sénégal, fort et libre. Les mots des autres, des vents qui passent. » Moussa rit faiblement, imitant un rugissement,
et Fatou sent une chaleur se propager dans sa poitrine. Pas de la pitié, mais une force qu'elle puise dans ses racines. Elle sort une cuillère en bois de sa poche, la même que celle de la cuisine Moreau, et la tend. Prends ça, fais-en un télescope, explore ton avenir. Moussa pivote la cuillère, riant franchement maintenant, ses épaules se détendant. Aïssatou observe, un sourire furtif aux lèvres, et murmure « Tu guéris tout le monde, sauf toi-même ». Fatou ignore le commentaire, se relevant pour allumer une lampe vacillante et ouvre la porte du balcon minuscule, où des enfants du quartier jouent en bas, leurs cris montant comme une cacophonie vivante. Elle descend les escaliers rouillés, 2 à 2, arrivant au centre communautaire adjacent, une salle délabrée, aux murs tagués. Une dizaine d'enfants immigrés, âgés de 5 à 12 ans, s'y pressent, assis en cercle sur des tapis usés. « Tante Fatou, raconte-nous une histoire !» crie une petite fille, tirant sur sa jupe. Fatou s'assoit au centre, croise les jambes et commence. Aujourd'hui, on explore comme des aventuriers. Elle distribue des objets improvisés, bâtons, feuilles, et guide, fermez les yeux. Imaginez-vous sur les épaules d'un géant, voyant au-delà des tours grises de Paris, vers les savanes libres. Les enfants suivent, leur corps se relâchant. Un garçon murmurant « Je vois ma maison au Mali ». Fatou ajuste leur posture d'une main douce, appliquant ses leçons sorbonniennes. Stimuler l'imagination pour effacer les traumas des voyages clandestins, des rejets scolaires. Une fillette pleure doucement et Fatou la serre contre elle, chuchotant « Les géants ne tombent pas, ils portent lisse le monde ». Le soir tombe, Fatou remonte, épuisée mais intacte, et s'allonge sur le canapé, son ordinateur sur les genoux. Elle relit ses notes, sentant une détermination ferrée. « Je ne plierai pas devant un Moreau ». Aïssatou pose une couverture sur elle. « Repose-toi, guerrière ». Fatou ferme les yeux, mais son esprit vagabonde vers Élise, une pointe de souci transperçant son armure. Pas de la faiblesse, mais un lien invisible qui persiste. « Partez d'ici !» siffle Fatou Ndiaye, claquant la porte à moitié. Son corps bloquant l'entrée comme un rempart vivant, ses dreadlocks balayant l'air dans un geste sec. Alexandre Moreau, planté sur le seuil usé de l'immeuble de Saint-Denis, sent l'humidité de la nuit parisienne collée à sa chemise, mais il force la porte d'une main tremblante, son alliance froide cognant le bois. « Attendez !» pour Élise, elle ne mange plus, ne dort plus. Vos jeux, ils l'ont changé. Fatou croise les bras plus fort, ses ongles s'enfonçant dans sa peau, un tic pour contenir la rage qui bouillonne. Changé, vous l'avez brisé en me chassant. Allez-vous-en avec votre empire et vos regrets tardifs. Aïssatou, sa mère, apparaît derrière, une main sur l'épaule de Fatou, murmurant en wolof un avertissement, mais Fatou la repousse doucement, fixant Alexandre. Vous croyez qu'un pardon efface l'humiliation ? Alexandre tombe à genoux sur le palier crasseux, ses pantalons sur mesure froissés contre le béton, et lève les yeux, sa voix se brisant. « Je suis un idiot. J'ai vu la vidéo. Élise a parlé grâce à vous. Je vous supplie, revenez. » Fatou sent une fissure dans son mur, mais elle recule, serrant les poings. « Supplier ? Vous, le grand PDG, à genoux devant une immigrée ? C'est de la comédie. » Moussa, son frère, surgit, poing serré. « Laissez ma sœur tranquille. » Fatou le retient d'un geste, et Alexandre, tête baissée, murmure. « Pas de comédie. J'ai perdu ma femme dans un crash. Élise était muette depuis. Vous l'avez réveillée. Je paierai le double, le triple. » Fatou rit amèrement, un son qui coupe comme une lame. « L'argent ? Toujours l'argent avec vous. Je refuse. » Il sort une photo de sa poche, tremblante entre ses doigts. Élise endormie, tenant une cuillère comme un trésor. « Regardez, elle attend votre retour. » Fatou attrape la photo, ses yeux s'adoucissant une seconde, sentant une pointe transpercer sa poitrine. Pas de la pitié,
mais un lien maternel inavoué. D'accord, cède-t-elle enfin, sa voix durcissant, mais à mes conditions. D'abord, respectez-moi comme experte, pas comme servante. Je suis éducatrice pour Élise, avec mes méthodes, imagination, liberté. Alexandre hoche la tête, ses genoux protestant contre le sol dur. Ensuite, financer mes études à la Sorbonne. J'ai gelé mon cursus pour survivre. Ici. Il acquiesce, essuyant une sueur froide de son front. Troisième, aider Moussa. Une bonne école, pas ces classes beaux surchargées où on nous ignore. Moussa écarquille les yeux, mais Fatou continue. Et si vous trahissez, je pars pour de bon. Alexandre se relève, tend la main. Marché conclu. Merci. Fatou serre sa main, une poigne ferme qui transmet sa force, sentant une étincelle. Pas de confiance, mais un début. En entrant pour discuter détails, Alexandre pose la photo sur la table bancale et Fatou fronce les sourcils, pointant un détail. Ce collier sur votre femme, c'est un gris-gris sénégalais, comme celui de ma mère. Alexandre pâlit, sortant une chaîne de sa poche, le pendentif pendant comme un secret. Elle l'a acheté à Dakar lors d'un voyage d'affaires. Pourquoi? Fatou touche le sien, identique, caché sous son col. Ma mère en vendait sur les marchés. Ce vol, ce n'était pas un accident? Alexandre sent un froid l'envahir, revoyant les rapports officiels. Les enquêteurs ont dit « défaillance mécanique ». Mais ce collier, il relie à un projet immobilier au Sénégal. Fatou serre le pendentif, ses yeux s'aiguisant. Quelqu'un voulait la faire taire? Alexandre hoche la tête, une ombre traversant son visage. Peut-être, nous devons creuser. Fatou relâche sa main, un pacte scellé dans le doute, sentant une tempête approcher. Pas de paix, mais une alliance forcée contre un ennemi invisible. Vous fouillez dans des affaires qui ne vous regardent pas, tonne Julien Roux, 50 ans, ex-associé d'Alexandre Moreau, en claquant son téléphone sur le bureau en acajou de son bureau haussmannien. Sa voix, rauque et chargée de venin, résonne dans l'écouteur qu'Alexandre tient serré contre son oreille, ses articulations blanchissant. Julien, costume froissé et cravate desserrée comme une laisse trop lâche, arpente son espace, son poing cognant rythmiquement contre sa cuisse. Un tic de prédateur acculé. Alexandre, assis dans son salon du penthouse, sent une sueur froide couler le long de son dos, mais il riposte d'une voix glaciale. Le collier de ma femme vient de Dakar. Fatou l'a reconnu. Et maintenant, vous appelez pour me menacer? Parlez, Julien. Fatou, à ses côtés, croise les bras, son foulard noué comme une armure, écoutant via le haut-parleur, ses yeux plissés traquant chaque intonation. Julien rit, un son guttural qui coupe comme du verre brisé. Menacer? Non, Alexandre. Prévenir. Votre petite immigrée fouineuse et vous remuez la boue. Le crash? Une tragédie, rien de plus. Mais si vous creusez, vous trouverez des squelettes. Les vôtres, pas les miens. Il s'assoit d'un coup, son fauteuil grinçant, et allume une cigarette, aspirant profondément, la fumée s'échappant de ses narines comme un signal de guerre. Alexandre échange un regard avec Fatou, qui hoche la tête imperceptiblement et presse. Le projet au Sénégal. Ma femme y était pour auditer les comptes. Elle a découvert vos magouilles, n'est-ce pas? Transferts illicites, pot de vin. Julien écrase sa cigarette dans un cendrier, un geste violent qui envoie des étincelles. Auditer? Elle fouinait. Et maintenant, vous envoyez cette Sénégalaise pour connecter les points. Ridicule. Fatou intervient, sa voix tranchante. Cette Sénégalaise a un nom. Fatou Ndiaye. Et le gris-gris? Ma mère en fabriquait. Votre associé l'a-t-il utilisé comme appât? Julien se lève d'un bond, renversant un verre d'eau qui se répand sur ses papiers, mais il ignore la flaque, pointant un doigt invisible vers l'appareil. Votre mère, une marchande de pacotille. Le crash n'était pas un accident, d'accord, mais pas de ma faute. Des rivaux, des concurrents, pas moi.
Alexandre sent une veine pulser à sa tempe, serrant le téléphone plus fort. Menteur. Vous avez disputé les parts de l'Empire après sa mort. Vous avez profité de mon deuil pour m'évincer. Julien ricane, allumant une autre cigarette, le briquet claquant comme un coup de feu. Profitez? J'ai sauvé la boîte pendant que vous pleuriez. Mais si vous insistez, venez me voir. Demain, à mon bureau. Seul. Sans votre allié. Fatou secoue la tête, murmurant à Alexandre « Piège ». Mais il réplique « J'y serai » et apportez les dossiers du Sénégal. Julien raccroche d'un coup sec, laissant un silence pesant. Dans son bureau, il arpente la pièce, son poing cognant toujours sa cuisse, et compose un autre numéro. Surveillez Moreau, il creuse trop profond. De son côté, Alexandre pose le téléphone, ses mains tremblant légèrement, et se tourne vers Fatou. Il sait pour le collier, c'est lui. Fatou touche son pendentif, ses doigts serrés. Pas seul, une conspiration plus grande. Allons-y ensemble. Alexandre hoche la tête, mais une ombre traverse son visage. Pas de peur, mais une rage froide qui durcit ses traits. Julien, seul maintenant, éteint la lumière, son sourire tordu, reflété dans la vitre noire. Venez, vieux amis, et tombez. Alexandre Moreau frappe du poing sur la table du café discret de Montparnasse, faisant vibrer les tasses, tandis que Fatou Ndiaye déroule une photo agrandie du collier gris-gris, ses doigts traçant les motifs ciselés comme une carte au trésor. Commencez par l'aviation civile, ordonne-t-elle, sa voix un fil d'acier, ajustant son foulard d'un geste vif. Alexandre hoche la tête, sort son portable sécurisé et compose le numéro d'un contact à la DGIC, Direction Générale de l'Aviation Civile. Bonjour, c'est Moreau. J'exige l'accès au dossier du vol AF782, crash de 2022, loi sur les accidents aériens, article 12, transparence pour les familles. La voix au bout hésite, mais Alexandre insiste, sa cravate serrée comme un nœud coulant. Envoyez-les par mail crypté, maintenant. Fatou observe, ses yeux scrutant la rue au-delà de la vitre, repérant une silhouette suspecte qui s'attarde. Un homme en manteau gris, téléphone à l'oreille. « On nous suit », murmure-t-elle, serrant son pendentif identique. Alexandre raccroche, pâlit. Les dossiers arrivent, allons chez vous, plus sûr. Il file dans la berline d'Alexandre, slalomant entre les voitures. Fatou jetant des regards arrière, son cœur cognant comme un tam-tam sénégalais. À Saint-Denis, dans l'appartement étouffant, elle ouvre son ordinateur, tandis qu'Alexandre déverrouille le mail. Rapport technique, liste de passagers, anomalie de mécanique. « Regardez !» pointe Fatou, zoomant sur un nom, un mécanicien sénégalais, employé à Dakar avant le vol. Ma communauté le connaît. Allons l'interroger. Alexandre serre les mâchoires, mais acquiesce, sentant une sueur froide. Demain matin. La nuit, Fatou contacte un cousin via un appel crypté. Trouve-moi ce mécanicien, discret. Le lendemain, il roule vers une banlieue ouest. Fatou guidant, tourne à gauche, évite les rues principales. L'homme, un quinquagénaire buriné, nommé Ousmane, ouvre sa porte méfiant, son outil à la main comme une arme. Le crash? J'ai inspecté l'avion, mais un ordre est sévenu. Changer une pièce sans rapport. Fatou presse. De qui? Ousmane hésite, puis lâche. Un email anonyme, avec paiement. De France. Alexandre sort une liasse d'euros. Montrez-nous. Ousmane tend une impression froissée. Un mail de Julien Roux, masqué sous un alias, ordonnant la sabotage subtil. Fatou photographie le document, ses mains tremblant légèrement, mais elle enchaîne. Maintenant, les finances. De retour au Penthouse, Alexandre pirate les comptes de l'entreprise via un logiciel discret, ses doigts tête volant sur le clavier. Là, transfert vers Dakar, juste avant le crash, vers une banque offshore. Fatou croise les bras. Julien payait pour le silence. Soudain,
Un bruit dehors, une ombre passe sous la fenêtre. Alexandre éteint les lumières d'un geste sec. Il nous traque. Fatou sort un couteau de cuisine, lame luisante. Pas de panique, on accélère. Ils analysent les flux. Des millions détournés d'un projet immobilier au Sénégal que la femme d'Alexandre auditait. Elle a dû vu les fraudes, murmure Alexandre, une veine saillant sur son front. Fatou hoche la tête, et Julien l'a éliminé pour couvrir. Un appel anonyme sonne, arrêté ou Élise paiera. Fatou raccroche, ses yeux flamboyants. On continue, prochain, perquisitionner son bureau. Alexandre sent une rage monter, serrant le mail froissé dans son poing, tandis que Fatou trace un plan sur une feuille. Lignes croisées, non cerclées. L'enquête s'emballe, une poursuite invisible les talonnant, leurs alliances se forgeant dans l'urgence. Pas de repos, seulement des pas vers la vérité qui brûle. « Impossible !» s'exclame Alexandre Moreau, claquant l'écran de son ordinateur portable d'un geste violent, faisant trembler la table basse du salon. Ses yeux, injectés de sang après des heures d'analyse, fixent le document bancaire fraîchement décrypté. Un virement de Julien Roux, vers un compte à Dakar, daté de la veille du crash. Fatou Ndiaye, assise en tailleur sur le tapis, serre son pendentif gris-gris si fort que ses jointures blanchissent, sa respiration accélérant comme un vent de tempête. « Regardez la destinataire », murmure-t-elle, pointant l'écran d'un doigt tremblant, une société écran liée au mécanicien Ousmane, avec une note manuscrite scannée, pour le silence sur la pièce sabotée. Alexandre se lève d'un bond, renversant une tasse de café froid qui se répand en une tache sombre sur le parquet, et arpente la pièce, son poing cognant contre sa paume. Julien, il a payé pour le crash. Ma femme, elle n'était pas une victime aléatoire. Fatou attrape le laptop, zoomant sur les détails financiers, ses dreadlocks balayant l'écran. Votre épouse auditait le projet sénégalais. Elle a découvert les détournements, millions évaporés vers des comptes offshore. Julien l'a su. Alexandre s'arrête net, pivotant vers elle, son visage tordu par une grimace. Preuve. Fatou clique sur un fichier joint, un email intercepté. Julien a un intermédiaire. Éliminez l'auditrice avant qu'elle ne parle. Le gris-gris comme marqueur, pour que ça passe pour un vol local. Alexandre sent une nausée monter, s'appuyant au mur, ses genoux fléchissants. Le collier, il l'a utilisé pour masquer l'assassinat en accident tribal. Dakar, le Sénégal, pour me briser, me faire sombrer dans le deuil et rafler les parts de l'Empire. Fatou hoche la tête, sa voix durcissant. Exact, votre chute émotionnelle lui ouvrait la voie. Élise muette, vous absent. Parfait pour son coup d'état financier. Il arrache le laptop, relisant les lignes, son souffle court. Traître. Ami d'enfance, parrain d'Élise, pour de l'argent. Fatou se lève, posant une main sur son épaule, une pression ferme qui transmet sa rage contenue. Pas seulement. Le projet au Sénégal impliquait ma communauté. Terre, spoliée, pots de vin, à des officiels. Ma mère a perdu son marché à cause de ça. Alexandre pivote, ses yeux croisant les siens, une étincelle de connexion. Votre gris-gris, identique. Julien l'a acheté là-bas, pour le planter comme fausse piste. Fatou serre les dents, un tic fugace. Oui, il a piégé le vol pour la tuer, sachant qu'elle portait le collier. Un symbole sénégalais pour détourner les soupçons vers un vol ethnique. Alexandre frappe le mur d'un coup sec, laissant une marque, et grogne. Preuves irréfutables. On le confronte. Fatou ramasse les documents imprimés, les pliant d'un geste précis. Pas encore. Il sait qu'on creuse, les menaces anonymes. On prépare le piège. Alexandre sent une fureur glacée envahir ses veines, imaginant Julien riant de son deuil. Il paiera. Pour elle, pour Élise. Fatou touche son pendentif, murmurant. Et pour les miens. Cette trahison relie nos mondes. Paris et Dakar, richesse et survie.
Alexandre hoche la tête, une détermination ferrée gravant ses traits. Ensemble. Le silence tombe, chargé d'une vérité qui ébranle, leurs regards scellés dans une vengeance naissante. Pas de larmes, seulement une lame affûtée pour trancher le voile du mensonge. « Entrez, mademoiselle Ndiaye !» gronde Julien Roux, claquant la porte de son bureau vitré au cœur de la Défense, son ombre s'allongeant sur le sol poli comme une menace. Fatou avance d'un pas mesuré, son foulard noué, serré comme une armure, serrant dans sa poche un enregistreur dissimulé, venu seul, comme prévu, pour arracher les aveux. Julien, assis derrière son bureau massif, sort un pistolet compact d'un tiroir, le posant avec un clic métallique sur le verre, son doigt caressant la détente. « Vous pensiez me piéger avec vos questions sur le crash ? Asseyez-vous. » Fatou ignore l'ordre, croise les bras, ses ongles s'enfonçant dans sa peau. Le virement à Ousmane, les emails, tout pointe vers vous. Sabotage pour tuer la femme de Moreau. Julien rit, un son sec qui ricoche contre les murs insonorisés, et se lève, pointant l'arme, intelligent, mais imprudent. Vous, une immigrée, contre moi. Fatou sent son pouls accélérer, mais elle pivote lentement, feignant d'examiner une photo encadrée sur le mur. Julien et Alexandre, souriant lors d'une signature de contrat. Cette photo, vous étiez amis. Pourquoi le trahir pour des millions détournés au Sénégal? Julien avance, le pistolet levé, son souffle chaud sur sa nuque. Ami? Il m'a évincé des profits. Le crash? Un moyen propre. La pièce sabotée, le gris-gris comme diversion. Parfait. Fatou touche son pendentif, gagnant du temps. Sa voix calme. Et les terres spoliées? Ma famille en a souffert. Vous avez payé des officiels pour chasser les marchands comme ma mère. Julien presse le canon contre son dos, un geste froid qui l'a fait frissonner intérieurement. Votre mère? Une coïncidence amusante. Asseyez-vous ou je tire. Fatou s'exécute lentement, s'asseyant sur une chaise, ses mains visibles sur les accoudoirs, mais son pied effleurant discrètement son téléphone dans sa poche. Un appel muet vers Alexandre. Parlez-moi du paiement offshore. Prouvez que c'était vous. Julien s'assoit en face, l'arme toujours braquée, son poing libre cognant la table rythmiquement. Pourquoi? Vous enregistrez. Il fouille ses poches d'un geste brusque, arrachant l'enregistreur, le brisant sous son talon avec un craquement. Fatou sent une sueur perler, mais elle enchaîne. Pas besoin, Alexandre sait déjà, il arrive. Julien blêmit, se levant d'un bond, verrouillant la porte d'un clic électronique. Trop tard pour lui. Vous restez ici jusqu'à ce que je nettoie. Fatou calcule, ses yeux scrutant la pièce. Une lampe lourde à porter. Nettoyer? Comme vous avez nettoyé le crash? Julien presse l'arme contre sa tempe, son doigt tremblant. Taisez-vous, ou je finis le job. Fatou respire profondément, murmurant. Les gris-gris protègent, le vôtre vous entra. Soudain, un bruit dehors, Alexandre cognant la porte. Julien pivote, distrait, et Fatou bondit, saisissant la lampe pour frapper son bras, l'arme glissante au sol. « Aidez-moi » crie-t-elle tandis que Julien la plaque contre le mur, son souffle rageur. « Vous mourrez pour ça » La porte tremble sous les coups, la tension culminant en un chaos de lutte. Fatou tenant bon, son intelligence comme bouclier contre la fureur. Fatou Ndiaye pivote d'un coup sec, son coude heurtant le poignet de Julien Roux, envoyant l'arme voler à travers la pièce dans un cliquetis métallique. Julien grogne, se jetant sur elle, ses mains serrant son cou comme un étau, son souffle aigre contre son visage. « Tu paies, pour ça !» Fatou sent l'air lui manquer, mais elle enfonce son genou dans son ventre, le repoussant d'un halètement rauque. La porte explose sous les coups d'Alexandre Moreau, qui surgit, poing levé, attrapant Julien par le col et le plaquant au sol d'un geste brutal. « Lâche-la » rugit-il, son genou écrasant le dos de Julien, tandis que Fatou tousse, ramassant l'arme d'une main tremblante, la pointant vers le traître. « Appelle la police,
ordonne-t-elle à Alexandre, sa voix éraillée mais ferme, effleurant son pendentif pour ancrer sa résolution. Alexandre sort son téléphone, compose le 17 d'un doigt vif, urgence, agression armée, bureau roux, la défense, envoyer des unités. Julien se débat, crachant, vous n'avez rien, pas de preuves. Fatou, encore essoufflé, fouille le bureau d'un regard acéré, repérant l'ordinateur allumé de Julien. Là, murmure-t-elle, s'y précipitant, ses doigts d'os volant sur le clavier pour accéder au fichier caché. Mot de passe craqué via un logiciel discret qu'Alexandre lui tend sur une clé USB. Julien se tord sous le poids d'Alexandre. « Arrêtez, c'est privé !» Mais Fatou navigue, ouvrant un dossier encrypté. Relevés bancaires électroniques, conformes aux lois anti-blanchiment françaises, montrant des virements directs vers un pilote complice. Pour service rendu, vol AF782. Alexandre lit par-dessus son épaule, sa voix tonnant. « Le pilote, vous l'avez payé pour simuler la défaillance. » Fatou imprime les pages d'un clic frénétique, les feuilles crachant de l'imprimante comme des accusations. Soudain, des pas dans le couloir, garde de sécurité alerté par Julien via un bouton panique sous son bureau. « Ils arrivent !» siffle Fatou, glissant les documents dans son sac, tandis qu'Alexandre traîne Julien vers la fenêtre, le plaquant contre la vitre froide. « Confesse !» gronde-t-il, serrant plus fort. Julien halète. « D'accord, j'ai ordonné le sabotage, pour les fonds sénégalais. Ta femme savait trop. » Fatou enregistre via son téléphone caché, mais les gardes cognent la porte. « Ouvrez !» Alexandre lâche Julien, qui s'effondre, et attrape Fatou par le bras, par l'escalier de service. Il sprint, descendant les marches 2 à 2, le cœur de Fatou cognant comme un marteau, évitant les caméras d'un détour calculé. En bas, ils jaillissent dans la rue nocturne, sirène hurlant au loin. Alexandre aile un taxi d'un geste impérieux vers le commissariat central. Fatou serre l'épreuve contre sa poitrine, sentant une adrénaline brûlante. On l'a, irréfutable. Alexandre hoche la tête, son alliance reflétant les lumières. Pour elle. Finissons-le. Le taxi file, laissant Julien menotté derrière, leur fuite marquant une victoire arrachée. Pas de triomphe, mais une lame finale prête à frapper. « Silence !» tonne Alexandre Moreau, claquant la porte de la salle de réunion bondée à la Défense, où une centaine d'actionnaires s'agitent, murmurent, montant comme une marée. Il avance vers l'estrade, Fatou Ndiaye à ses côtés, son foulard noué comme un drapeau de guerre, tenant une clé USB serrée dans son poing. Julien Roux, au pupitre, blêmi, son micro tremblant dans sa main. « Qu'est-ce que vous faites ici? Cette réunion est privée. » Alexandre arrache le micro d'un geste sec, sa voix résonnant via les hautes-parleurs. « Privé, pour cacher vos crimes. » Les actionnaires se figent, regards croisés, tandis que Fatou branche la clé au projecteur, l'écran géant s'allumant d'un clic. « Regardez !» ordonne Alexandre, pointant l'écran où défilent les relevés bancaires. Virement masqué vers le pilote, email codé ordonnant le sabotage. Julien Roux a payé pour le crash du vol AF740. Ma femme morte pour couvrir ses fraudes au Sénégal. Millions détournés, terre spoliée. Julien bondit, renversant son verre d'eau qui éclabousse le podium. Mensonge! Arrêtez ça! Mais Fatou appuie sur play, une vidéo volée de leur confrontation surgissant, Julien avouant « J'ai ordonné le sabotage, pour les fonds ». Les actionnaires halètent, un murmure de choc gonflant en vagues. Alexandre pivote vers Julien, le saisissant par le col. Confesse devant eux, ou la police dehors t'emportera. Julien se débat, son visage rougissant, mais les portes s'ouvrent en coup de vent, 2 agents en uniforme entrant, menottes prêtes. Julien Roux, vous êtes en état d'arrestation pour meurtre et fraude, déclare l'un, avançant d'un pas ferme. Julien s'effondre contre le pupitre,
son poing cognant faiblement le bois. D'accord, je l'ai fait. Pour l'Empire. Ta femme savait trop sur les pots de vin sénégalais. Le gris-gris, une diversion pour accuser les locaux. Fatou sent une lame froide traverser sa poitrine, mais elle se redresse, criant « Et les vis brisées, ma communauté pillée pour votre gride !» Les actionnaires quoi explosent s'en en crient, téléphone filmant la scène, flash de crépitants comme des fusils. Alexandre lâche Julien, le laissant choir, et se tourne vers la foule. Preuves irréfutables, l'Empire est dénettoyé. Les agents menottent Julien, le traînant vers la sortie, son regard haineux croisant celui de Fatou. Vous regretterez. Mais elle ne cille pas, serrant la clé USB comme un trophée. Alexandre active le micro une dernière fois. Justice pour ma femme, pour tous. La salle applaudit sporadiquement, un chaos de questions fusant, mais Fatou et Alexandre s'éclipsent par une porte latérale, sirène hurlant dehors. Dans le couloir, Alexandre murmure « C'est fini ». Fatou touche son gris-gris. Pas encore. La guérison commence. Leurs pas s'éloignent, la vérité éclatant comme une bombe, laissant Julien brisé. Un empire reconstruit sur les cendres de la trahison. Condamné, martèle le juge, claquant son marteau sur le bois du tribunal de Paris. Un son qui ricoche comme un coup fatal dans la salle bondée. Julien Roux, menotté, se tasse sur son banc, son costume fripé collant à sa peau moite, son poing serrant vainement les barreaux imaginaires. Alexandre Moreau, assis au premier rang, croise les bras, sentant une libération acide envahir sa poitrine. Pas de joie, mais un vide comblé par la sentence. 20 ans pour meurtre prémédité et fraude massive. Fatou Ndiaye, à ses côtés, touche son gris-gris, ses yeux fixés sur Julien comme une lame. Justice pour les ombres de Dakar. Le juge poursuit, voix monocorde, les preuves, virements, emails, aveux enregistrés, irréfutables. Le sabotage du vol AF 782 visait à éliminer l'auditrice, couvrant des détournements de millions au Sénégal. Julien bondit, hurlant. « C'est un complot! Moreau m'a piégé !» Mais les gardes le plaquent, leurs mains comme des étaux, le traînant vers la sortie. Alexandre se lève d'un geste sec, approchant la barre, sa voix tonnant. « Et les parts de l'Empire, remboursez-les !» Le juge hoche la tête, consultant les dossiers. Confiscation ordonnée. Les actifs frauduleux, projets sénégalais inclus, restitués aux victimes. Fatou sent une chaleur monter, serrant le bras d'Alexandre. Pour ma communauté. Terre rendue, marché reconstruit. Julien, traîné dans le couloir, crache. Vous regretterez. Mes complices. Mais un garde le muselle d'une main ferme, le poussant dans l'ascenseur descendant vers la cellule. Alexandre suit du regard, imaginant les nuits solitaires de Julien, hanté par les visages, sa femme, les familles sénégalaises, spoliées. « Fini les nœuds », murmure-t-il à Fatou, sortant dans le hall où Élise attend avec Madame Leclerc, serrant une cuillère comme talisman. Dehors, les médias assaillent, flash crépitant. Monsieur Moreau, un commentaire. Alexandre pivote, micro tendu. Justice servie, pour ma femme, pour tous. Fatou ajoute, voix ferme, et pour les oubliés d'Afrique. Plus de pots de vin masqués. Il s'éloigne, Élise trottinant entre eux, murmurant « justice » comme un nouveau mot appris. Au commissariat adjacent, les agents finalisent les dossiers. Complices arrêtés. Le pilote, officiel corrompu au Sénégal, menottés en chaîne. Alexandre signe les papiers, son alliance reflétant la lumière froide, sentant les chaînes se briser. Fatou, dehors, appelle sa mère. « Maman, les terres reviennent. » Julien pourrit en prison. Aïssatou rit, un son victorieux. Enfin. Julien, en cellule, s'effondre sur le lit dur, son tic revenant, poing cognant le mur, murmurant des malédictions, mais le silence l'engloutit, une punition éternelle.
Alexandre et Fatou rentrent, Élise endormie contre l'épaule de Fatou, les nœuds liés dénoués. Pas de faim, mais un équilibre restauré. Voici le chèque, déclare Alexandre Moreau, claquant l'enveloppe sur la table de conférence, ses doigts laissant une marque humide sur le papier. 1 million d'euros pour lancer la fondation. Fatou Ndiaye attrape l'enveloppe d'un geste vif, ses yeux scrutant le montant, mais elle la repousse légèrement. Pas assez. Doublez-le. Pour les enfants immigrés, pas pour votre conscience. Alexandre hoche la tête, signant un nouveau chèque d'un trait sec, son stylo grattant comme une lame sur le bloc. Fait. La Fondation Ndiaye Moreau. Soutien psychologique pour les petits d'Afrique en France. Fatou croise les bras, sentant une chaleur monter. Pas de gratitude, mais une victoire arrachée. Utilisez mes méthodes, jeux d'imagination, gris-gris comme ancrages émotionnels, pas vos thérapies froides de Paris. Il se leva, arpentant la pièce, les poings battant en rythme sur ses cuisses. D'accord, et je vais changer la politique de l'entreprise. Audit anti-discrimination, recrutement inclusif. Plus de harcèlement envers les immigrés. Fatou toucha le pendentif, imaginant les marchés de Dakar reprendre vie. À commencer par Saint-Denis, un centre là-bas avec des éducateurs sénégalais. Alexandre appela son assistante d'un clic sur le talkie-walkie. Préparez le contrat. Priorité. Restitution des terres Pompon au Sénégal. Bourse pour les familles déplacées. L'assistant griffonnait frénétiquement, tandis qu'Alexandre se tournait vers Fatou. Pour Élise aussi. Vos jeux l'ont sauvé. Maintenant, sauvez les autres. Fatou sentit une vive douleur lui transpercer la poitrine en voyant Élise perchée sur son épaule. Pas seulement pour elle, pour Moussa, pour tous les frères disparus dans cette banlieue. Le lendemain, à l'inauguration, Alexandre coupe le ruban d'un coup de ciseau net, flash crépitant autour, son discours tonnant. Cette fondation rachète mes erreurs. Justice pour les traumatisés, comme ma fille l'était. Fatou, à côté, distribue des cuillères en bois aux enfants de rassemblés, guidant, imaginez-vous géant, explorez sans peur. Un garçon sénégalais rit, imitant le geste, et Fatou sent une force pulser, ses racines irriguant Paris. Alexandre observe, serrant son alliance. Je vends des parts de l'Empire. Les profits financement des écoles au Sénégal. Fatou hoche la tête. Bien, mais vivez-le, pas juste signer. Il tend la main. Ensemble. Elle serre, une poigne ferme qui scelle le pacte. Dans les mois suivants, Alexandre réforme. Réunion avec des immigrés, politique anti-bias imposée, son tic évoluant, points ouverts maintenant, invitant au dialogue. Fatou dirige les sessions, appliquant sa psychologie. Cercle d'enfants imaginant des futurs libres, gris-gris distribués comme talismans. Élise, guérie, joueur avec eux, murmurant espoir comme un mantra. Alexandre sent une lumière percer son deuil, murmurant à Fatou lors d'une pause « Vous m'avez changé ». Elle réplique « Pas moi, la vérité ». La fondation grandit, un acte massif rachetant les ombres. Pas de fin, mais un flux d'espoir coulant de Paris à Dakar, leurs vies entrelacées dans la réparation. « Je le veux », murmure Fatou Ndiaye, serrant la main d'Alexandre Moreau sous l'arche fleurie du jardin, au bord de la Seine, le soleil couchant peignant l'eau en or fondu. Sa robe blanche flotte légèrement, son gris-gris pendant comme un serment, tandis qu'Élise, 6 ans maintenant, jette des pétales avec un rire cristallin, ses boucles dansant. Alexandre, costume impeccable mais cravate lâche pour la première fois, pose l'anneau à son doigt, sa voix tremblante. Pour toujours. Le prêtre hoche la tête, et les invités, employés réformés, enfants de la fondation, famille de Fatou, arrivés de Dakar, applaudissent, un écho de renouveau. Moussa, 18 ans, en costume neuf financé par la bourse, serre Élise dans ses bras. « Joue avec moi, sœur. »
Élise tend une cuillère en bois. Explorez le jardin. Moussa rit, la juchant sur ses épaules, imitant les gestes que Fatou lui a enseignés, leurs voix mêlées en un jeu libérateur. Alexandre attire Fatou à l'écart, sous un rosier, touchant son gris-gris identique au sien. Tu m'as appris à voir au-delà des tours de verre. Fatou serre sa main, sentant une chaleur pulser. Et toi, à briser les chaînes. La fondation grandit, centre à Paris, écoles au Sénégal. Élise guérit, Moussa étudiant. Élise court vers Fillart, haletante. Maman Fatou, regarde! Elle tente une rose cueillie, et Fatou s'agenouille, embrassant son front. Ma petite exploratrice. Alexandre sent une pointe transpercer son sternum, revoyant les nuits de muette d'Élise, maintenant remplies de chants. Article dans Le Monde, murmure-t-il, sortant un journal. Empire Moreau, modèle d'inclusion. Fatou feuillette, ses yeux s'attardant sur une photo, enfants immigrés jouant sous sa guidance. Pas pour la gloire, pour l'espoir. Le soir, au dîner, Alexandre lève son verre, à la vérité qui unit. Fatou touche le sien, et au pardon qui guérit. Élise grimpe sur les genoux de Fatou, murmurant « Deux mamans, une au ciel, une ici ». Alexandre sent les larmes monter, mais les avale, serrant la main de Fatou sous la table. Moussa ajoute « Et un frère pour explorer ». La famille élargie rit, un cercle fermé contre les ombres passées. Plus tard, seul avec Fatou sur la terrasse, Alexandre murmure « Le gris-gris », il symbolise le recommesso. Elle hoche la tête, ne laisse pas les préjugés voiler l'humanité. Justice et pardon ouvrent l'avenir. Élise dort, cuillère serrée, tandis que Moussa étudie sous une lampe financée. Alexandre embrasse Fatou, sentant leur monde fusionner, Paris et Dakar, perte et renaissance. La leçon se grave. L'orgueil brise, mais l'humilité reconstruit. Communautés intégrées, enfants épanouis, empire éthique, un legs vivant. Le gris-gris brillait au clair de lune, gardien d'un espoir éternel, leurs pas entrelacés vers un horizon clair. Et voilà, chers auditeurs, une histoire de rédemption et de justice qui nous rappelle que les préjugés peuvent être brisés par la vérité et l'humanité. Qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Avez-vous vécu une injustice similaire ou qu'auriez-vous fait à la place d'Alexandre ou de Fatou? Merci infiniment d'avoir écouté jusqu'au bout. Votre fidélité nous touche profondément. À bientôt pour une nouvelle histoire inspirante. Prenez soin de vous.